Je suis Philippe Cohen, je suis architecte installé à Paris et on a fait cette exposition avec Céline Fini, qui est architecte également. Et en réalité, cette exposition s'appelle 4 degrés Celsius entre toi et moi. Et ça correspond aussi à nos deux positions. Moi, je suis suisse, installé à Paris, j'enseigne aux Zedadi, donc j'ai un cours plutôt dans les climats tempérés un peu plus au nord. Et Salah Fini est tunisienne, elle a étudié au Portugal et elle a ouvert un bureau au Mexique. Donc en fait, on a finalement deux latitudes comme ça qui se rejoignent, en fait, qui sont déjà, qui sont séparées, sont deux par ces 4 degrés, puisque la température moyenne de la Tunisie c'est peut-être à 18 degrés et en France, c'est 14 degrés. Donc on a déjà ces 14 degrés. Et, et ces 4 degrés Celsius entre toi et moi viennent aussi de la déclaration officielle en 2023 de Christophe Béchu, l'ancien ministre de la Transition écologique, qui finalement actait, on peut dire presque de manière officielle, en disant que euh, d'une part, avec le réchauffement climatique, il faut continuer à limiter les émissions de CO2 pour le limiter, mais d'autre part, il faut aussi comprendre aujourd'hui qu'en réalité, le climat va réchauffer et donc il va falloir adapter les bâtiments à ce changement de climat qui est en train de se produire et que nous voit de plus en plus constamment aujourd'hui. Alors, ça va se traduire donc en 2100 avec des températures de plus de 50 degrés en été à Paris. Je peux venir avant aussi, hein. Et une canicule qui dure un mois et non plus 2 jours. Et puis des grosses sécheresses durant l'été. Et par contre, des grosses pluies tropicales les autres saisons parce que l'air chaud peut devenir plus de vapeur d'eau et qu'il y a plus d'eau qui tombe d'un coup les autres saisons. Alors l'exposition commence par cette pièce qui est plutôt poétique, qui est plutôt un accueil avec deux cinéastes, un cinéaste espagnol et un cinéaste tunisien, des deux côtés de la Méditerranée, qui dialoguent sur ces questions climatiques. Et puis on va passer dans le couloir. Dans le couloir, il y a une vidéo qui montre les projections faites par différentes universités. Il y a des petits logiciels qui permettent de voir en 2050 ou 2100 quel est le climat, à quelle ville ça va correspondre. Par exemple, on voit que Londres aura le climat de Bordeaux ou la Scandinavie aura le climat du nord de l'Italie. Donc, parce que le changement climatique qui se produit, en fait, il y a un glissement général entre l'équateur et les pôles. On estime de 1 mètre par heure. C'est-à-dire que le climat monte comme ça, le climat de l'Élysée est en train de monter de la mètre par heure vers le nord, constamment bougeant. Donc, on voit ces projections dans le coin et puis on se retrouve juste de l'autre côté. Je ne savais pas que de cinéaste. Hop, ouais, une vidéo. Alors, l'exposition, en fait, elle est structurée en longitudinalement en 3 parties. De ce côté-là, c'est plutôt les solutions du passé, d'avant l'ère conditionné, en fait. Comment on se rafraîchit, comment on résiste à ces températures. Alors, on a cette dizaine d'universités à Canard de Faute, de Saint-Pierre-de-Mons, de Cairon, de la Tunisie, de la Saint-Pierre-de-Savoie, de Colombia, d'autres à réétudier en fait les solutions dans ces capacités pour trouver les moyens pour se rafraîchir. Et c'est plutôt les solutions du passé. Ensuite, on a invité 60 architectes contemporains qui travaillent déjà dans ces équipements chauds, on montrer les stratégies qu'ils mettent en place. Et puis ensuite, entre le mur, on a fait un appel à projet et on a des solutions plutôt pour Paris en 2100, des projections, des visions. Alors, dans le sens, ça c'est longitudinalement, dans le sens transversal, en fait, l'exposition est en 4 parties. Donc là, c'est sûr, on a repris les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Mais derrière ces éléments poétiques, en réalité, il y a la réalité des échanges thermiques d'énergie entre les corps sur la planète, enfin sur la Terre, qui fonctionnent par conduction, convection, évaporation et radiation. En fait,
C'est comme ça qu'on on gagne de la chaleur ou on en perd. Il n'y a pas d'autre mode d'échange thermique. Et donc, si je veux me rafraîchir, je peux me rafraîchir que par convection, par radiation, par convection, par évaporation. Ou alors, je peux combiner les choses ensemble. De même manière, je peux me réchauffer que par convection, par convection, par évaporation et par radiation. Donc, le premier, c'est le mode de rafraîchissement par évaporation. En fait, quand il y a des changements, quand il y a un changement de phase entre l'eau, pour l'eau par exemple, entre solide et liquide ou liquide et gazeux, en fait, ce changement de phase physique nécessite de l'énergie qui est prise à l'air et qui fait baisser la température de l'air tout autour. Donc, en fait, quand par exemple, c'est la transpiration humaine, en fait, je bois de l'eau, j'ai de l'eau liquide dans le corps, cette eau liquide, elle arrive en bordure de ma peau et ça s'évapore et en s'évaporant, ça fait baisser la température de la couche d'air en proximité de ma peau. En fait, c'est pour ça que et ça, c'est également le système qu'on va retrouver dans plusieurs projets. Par exemple, les cantires espagnols, les jarres de terre cuite, heu, en Égypte. En fait, ils remplissent d'eau, la terre cuite. La terre cuite est légèrement poreuse. En fait, donc l'eau traverse progressivement. Il y a de l'eau liquide, en bordure, ça s'évapore et ça fait baisser la température à la fois de l'eau, dont la température est bien inférieure à celle de l'air tout autour et l'air autour qui va, la pellicule d'air autour qui va baisser en température. Alors ça au niveau, au niveau urbain, en fait, on retrouve ça dans les villes du sud, par exemple à Rome, il y a plein de fontaines partout, et donc ces fontaines-là font réellement baisser la température de l'air tout autour. On trouve ça en Espagne aussi et là, plus l'eau est en mouvement, plus il y a d'énergie cinétique, donc plus les gouttelettes d'eau sont fines, plus il y a d'évaporation. C'est pour ça qu'à une fontaine qui éclate plein d'eau, elle évapore beaucoup plus et rafraîchit beaucoup plus qu'une surface d'eau plate, d'un lac, heu et donc ça, c'est des stratégies pour pouvoir ces contraintes-là, et au niveau architectural, en fait, on trouve, en Inde, en Iran au Maroc, dans les riads de Marrakech, par exemple, ces stratégies de rafraîchissement par, évaporation. Alors, en fait, ça fonctionne un peu comme, non, la forme architecturale fonctionne un peu comme un congélateur chez Picard. En fait, souvent, vous voyez, il y a des congélateurs n'ouvrent par en haut. En fait, parce que l'air chaud, on verra un peu dans la convection, l'air chaud est plus lourd que l'air froid. Le pe L'air chaud est plus léger, lui est sûr. Donc l'air froid, en fait, si j'ouvre par en haut, l'air froid reste dans le congélateur. Voilà, tandis que si j'ouvre un frigo sur le côté, tout l'air froid, tombe. Donc en fait, ce qui se passe dans ces riads, c'est-à-dire que c'est comme un congélateur. En fait, il vient piéger, l'air ici, donc au départ avec les 40 degrés partout et il fait 40 degrés dehors et dedans et puis là, j'allume ma fontaine. La fontaine va faire baisser la température de l'air ici, donc ça va être 40, 39, 38, 37, 30, comme ça et comme c'est l'air devient plus lourd, en fait, il reste piégé en bas, donc il ne faut surtout pas créer des poumons d'air et ramener l'air chaud et puis l'air chaud qui a tendance à monter, lui, va être éjecté par le haut du tripatio. Donc ça, on le retrouve dans plein de projets. On retrouve dans le Red Fort, à New Delhi. Par exemple, il y a des cascades d'eau à l'intérieur, des rivières, sont là pour se rafraîchir. Après, pour les projets contemporains, on considère par exemple ces architectes-là pour cause heu, de piéger l'eau le matin, l'eau qui est dans l'air de condensation du matin sur des grillages et puis quand le vent traversera, en fait, il y aura une évaporation et il y aura un rafraîchissement et donc il apporte de la fraîcheur, ça, au bâtiment. Ou alors ce rideau-là, qui est un prototype et qui est censé être en textile, qui descend dans un bassin d'eau. Par capillarité, ça remonte et ça vient rafraîchir, l'air qui traverse ce rideau, à l'intérieur. Mais pour, niveau plus du pas, ce qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, tous les systèmes de LED pour la masse, permettent récupérer l'eau, des saisons en bleu, en hiver ou au printemps, comme ça. Et puis, il y a des sortes de puits
semi-enterrés, donc l'eau s'accumule dedans. Et en fait, en vérité, tout autour, ils bâtissent des espaces publics. Donc, on peut venir se rafraîchir, freine les iternes à eau. Donc, on profite de l'évaporation pour venir se rafraîchir. Et ce qui est intéressant, c'est que la valeur de l'espace public, elle n'est pas seulement sociale, elle est aussi climatique. Un peu comme les platanes dans ce qu'on vend, en fait, c'est la valeur de l'ombre sur crée l'espace public. Ici, c'est la valeur de l'élaboration qui va créer l'espace public. Et ça, je vous retrouve dans ce projet d'architecte contemporain qui propose sur l'île de Madère, en fait, très chaude en été, de creuser pour trouver des rivières souterraines et créer des espaces publics où on peut se rafraîchir trouvant la fraîcheur à la fois des sous-sols et de l'évaporation des lumières. Là. Ensuite, il y a aussi quelques éléments comme ça sur le stockage d'eau. Euh, voilà, la région des Pouilles en Italie, les Trulli, qui ont en fait des bassins, des réservoirs sous la maison. Tout ça, on peut accumuler de l'eau quand il pleut et puis réutiliser ça en été. On trouve ça aussi à Sidi Bou Saïd en Tunisie, dans les maisons de ville où il y a des bassins sous les patios, des grands de stockage. Et après, il y a quelques éléments aussi sur les inondations, euh, comme ce projet-là de la maquette en bois qui propose de revaloriser des maisons flottantes qui allaient dans certaines régions par rapport à ces pôles d'innovation ou ce projet à la Nouvelle-Orléans de manière assez économique. On remonte les maisons pour échapper aux futures inondations. Mais je dirais qu'on a moins travaillé dessus. Vous voyez plus, c'était sur la question de la chaleur qu'on va exister à tout ça que ensuite, face au deuxième, au deuxième mode de rafraîchissement par conduction. C'est-à-dire que et là, ça touche plutôt la question de l'inertie thermique. Et l'inertie thermique, en fait, il y a deux types d'inertie thermique. Il y a l'inertie thermique saisonnière et l'inertie thermique journalière. En fait, l'inertie thermique saisonnière, ça fonctionne. Euh, En réalité, là, c'est une maison à Matmatin, dans le sud de la Tunisie. En fait, disons qu'il fait 40 degrés l'été, 0 degré l'hiver. En fait, je sais qu'à moins 10 mètres, j'ai la moyenne de température. Donc, je fais 40 l'été plus 0 l'hiver, divisé par 2 égale 20. Je sais qu'à moins 10 mètres, j'ai 20 degrés constamment. On voit qu'on a Paris, il fait 14 degrés à moins 10 mètres. Et donc, s'il fait 50 degrés l'été, ben, je peux descendre dans la maison et de trouver des pièces fraîches à 20 degrés, en fait, dans lesquelles je peux retrouver du confort. Alors, ça, on trouve ça dans le sud de l'Italie, dans le sud de l'Espagne, en Turquie, en Chine. On a toujours ces solutions troglodytes, d'habitat troglodytes, pour résister à ces chaleurs très, très fortes. Et j'ai des animaux dans le Sahara qui s'enterrent, qui sortent la nuit quand il est un peu plus frais. Mais il n'y a pas forcément toujours besoin de s'enterrer soi-même. En fait, on peut faire descendre de l'air. C'est ce qu'on appelle les puits provençaux, les puits canadiens. En fait, mais on les trouve dans les maisons de la Renaissance en Italie, comme celle de Palladio, où tout d'un coup, il fait rentrer de l'air chaud dans les sous-sols, ça se refroidit, et puis après, il crée un trou, une sorte de fontaine d'air froid au milieu de la maison, et ça déborde d'air froid, euh, et ça rafraîchit la partie basse, et puis l'air chaud, lui, monte et est expulsé en hauteur par convection. Voilà, et puis là, après, il y a le deuxième mode d'inertie thermique, c'est pas saisonnier, c'est journalier. C'est comme dans ces maisons-là, les murs en terre ou en ciment brie. Enfin, c'est-à-dire que, en fait, là, c'est lié au coefficient de production thermique des matériaux. C'est-à-dire que si j'ai un mur en terre, par exemple, comme au Yémen, en fait, s'il fait froid dehors, là, j'ai l'extérieur à l'intérieur. En fait, la froideur va progressivement migrer à l'intérieur du matériau par conduction. En fait, ça entre à l'intérieur et selon l'épaisseur, en fait, ça peut mettre, par exemple, 12 heures à traverser. C'est-à-dire que la froideur de la nuit va traverser progressivement durant la nuit et puis à 8 heures du matin, va arriver à l'intérieur. Donc, le matin, je vais avoir la froideur, je vais en profiter durant la journée de la froideur de la nuit.
Et inversement, durant la journée, ça va commencer à réchauffer, mais ça met 12 heures à traverser, donc j'ai pas la chaleur tout de suite. C'est la chaleur la nuit, qui arrive, devant. Alors ça marche, ça marche dans le Yémen ou au sud du Maroc comme ça, mais ça marche pas en France parce que en hiver, si j'ai des murs pas isolés avec simplement des murs comme ça, en fait, il y a s'il fait -10 en hiver, la nuit, enfin, c'est -10 en traversée et avec les quota et qu'ici c'est P0 la journée, les zéros traversent et en fait, parfois toute les journées à l'intérieur. En réalité, je suis obligé d'isoler thermiquement et là, en fait, je dois isoler par l'extérieur parce que si j'isole par l'intérieur, paf de et que j'ai un mur en pierre ou en terre avec à l'extérieur, le problème, c'est que durant les périodes de canicule, le mur déjà n'a aucun intérêt pour l'intérieur, puisqu'il est coupé par l'isolant thermique qui empêche toute échange s'il était de côté. Et surtout, le problème, c'est que si j'ai, nous, on a travaillé pour la ville d'Aix-en-Provence, qui avait un grand projet de 100 hectares conçu par un urbaniste il y a 8 ans, qui proposait des murs en pierre de 8 centimètres partout, donc c'était très élégant, très joli, très un peu classe si on veut, mais en réalité, c'est une très mauvaise idée parce que le mur en pierre, en fait, qui a une bonne inertie thermique, va accumuler de la chaleur durant toute la journée. En fait, il va monter en température, il va faire très chaud et puis quand le soir arrive, il va redonner toute cette chaleur dans la roue et donc il va mettre des heures et des heures à baisser en température. Peut-être à 3 heures du matin, il commencera à redevenir froid, mais ça veut dire que durant toute la soirée, en fait, il va remettre la chaleur de la journée et si je vais me coucher à 11 heures du soir, j'ouvre la fenêtre et j'ai toute la chaleur de la journée emmagasinée dans les murs en pierre qui ressort, ça. Donc en réalité, c'est une très mauvaise idée. C'est mieux d'avoir le mur en pierre à l'intérieur des feux et d'avoir un matériau très faible inertie thermique à l'extérieur, un simple trépied avec très peu d'épaisseur, il va bien absorber que de chaleur ou du bois qui a très peu d'inertie thermique et donc comme ça, dès qu'il fait nuit, en fait, il y a aucune résistance, aucune chaleur accumulée, donc la froideur de la nuit, la radiation va faire baisser la température et donc il fait plus frais dedans. Donc en fait, ces matériaux, minéraux à l'extérieur, en fait, c'est le problème du niveau de chaleur humain. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, la quasi cube, il ne descend pas la nuit, mais qu'on crève, du chaud. Alors, en fait, en réalité, l'énergie thermique, que ça soit de la pierre, hein, de la brique, la terre fuse, du béton, ça a aucun, ça change rien. En fait, c'est juste des questions d'épaisseur parce que, le le plus le matériau va être poreux, plus il faudra de la moins il va conduire vite et donc c'est pour ça que les murs en terre sont très larges. Les murs en béton, ça conduit très vite, dedans, je dois aller donc donc ça a pas d'incidence. On peut très bien avoir du béton ou de la pierre à l'intérieur de l'isolant thermique. Par contre, il y a un peu un avantage de la terre crue, c'est que d'un matériau comme ces architectes contemporains nous proposent une sorte de béton plus poreux. C'est-à-dire que si le matériau est poreux et qu'il y a plus d'eau, en fait, il peut être mouillé, par la pluie, par la condensation de l'eau, de la vapeur d'eau dans l'air et ce qui va se passer, c'est que, donc durant la nuit, il y a peut-être des phénomènes de condensation à l'intérieur du matériau, dans la terre crue et puis durant la journée, en fait, il va y avoir cette eau liquide va s'évaporer et ça va faire baisser la température à l'intérieur du matériau. Donc il y a un double effet de rafraîchissement du mur, à la fois par inertie thermique, par conduction et également par évaporation. Ce que je répétais tout à l'heure, qui va faire que de la terre et c'est ce que propose au Sénégal l'architecte contemporain qui valorise la terre crue parce il y a cette condensation qui se déroule, également dans le matériau et différents permettent ce tout le rafraîchissement. Alors là, on voit ces maquettes. Mais le 3e point de rafraîchissement ou de chauffage, c'est par, convection. Alors en lait la convection, c'est un échange entre un solide et un gaz, ou un solide entre liquide ou entre 2 gaz et en réalité, le corps humain, il est à 37 degrés. On a cette température constante à 37 degrés.
mais en réalité, on est toujours en train de surchauffer. C'est-à-dire que, heu, c'est pour ça qu'on est confortable dans l'air entre 20 et 26 degrés parce que, comme on surchauffe, l'air plus froid autour de nous va nous prendre notre excès de chaleur et garder à plus au frais. Donc si, par contre, le problème, c'est que si j'ai de l'air à 25 degrés autour du visage, moi qui suis à 37, je vais commencer à chauffer l'air et l'étude d'air autour de moi qui va être, disons, elle est à 25 de départ. Comme je suis toujours en train de produire de l'énergie, bah, ça va monter dans le 25, 26, 27, 28, bah, ça monte. L'air tout autour de moi va monter en température. Et donc, si je fais comme ça, en fait, la chose, c'est que si par exemple dans cette pièce il fait 28 degrés, en fait, en faisant comme ça, je ne fais pas baisser la température de l'air. L'air si il est à 28, l'air là, il est tout le temps à 28. Simplement, en fait, je j'éjecte ma propre chaleur que je produis par ma peau, en fait, qui est en mode ondé à 37, 38, 39. Je fais comme ça et je ramène de l'air à 28 degrés autour de moi. Il va remonter, il va à 18, 39, hop, je fais comme ça, je rebalaye et c'est pour ça que je sens de la fraîcheur parce que en fait, je ramène l'air en bon et je commence à chauffer, donc c'est très donc ces systèmes-là, ils sont utilisés bien sûr dans les bâtiments avec, toute la ventilation traversante en fait. Il y a ventilé l'intérieur pour éviter que ça commence à surchauffer à l'intérieur et ça fonctionne tant que la température de l'air est inférieure à 35-37 degrés. C'est un stade inférieur à la température de la peau parce que s'il fait 40 degrés dehors et que je ventile, en réalité, je vais faire comme un sèche-cheveux. Je vais ramener sur ma corps l'air chaud. Donc en fait, il faut arrêter dès qu'il fait au-delà de 35 degrés, il faut fermer les fenêtres et arrêter toute ventilation parce que ça sert à plus rien. On est mieux rafraîchi par ventilation parce qu'on émet de l'air à la même température que et donc et le deuxième principe, c'est en fait, l'air chaud, que je le disais tout à l'heure, en fait, il est moins dense que l'air froid et donc oui, c'est moins dense et donc il a tendance à botter et il faut, en fait, il faut toujours ouvrir faire rentrer l'air en bas et faire sortir l'air, en haut. Donc on voit dans ces maisons, on trouve par exemple en Thaïlande, dans les maisons traditionnelles, il y a des sortes de grilles sous plafond, ça qui permettent à l'air chaud de sortir ou par exemple ces fenêtres hautes ou alors je ce Panthéon de Rome, par exemple, fonctionne un peu comme une cocotte minute. C'est-à-dire que si je bloque en haut, bah, ça commence à surchauffer à l'intérieur et puis j'ouvre le couvercle et ça fait sortir l'air chaud. Ça permet de garder plus de fraîcheur, en bas. Donc ça, c'est ce qu'on trouve, dans des projets de l'architecture contemporaine. Par exemple, Luo Studio en Chine, font cette sorte de spirale qui reprend le Panthéon, fait sortir l'air chaud pour éviter, que ça s'accumule ou alors en Pérou, c'est qu'il reprend des systèmes de l'architecture coloniale Pérou, fait sortir l'air chaud par haut, en fait, en faisant rentrer l'air d'un côté et puis l'air chaud peut ressortir par le haut, comme ça pour, rafraîchir par convection et puis on trouve au niveau urbain, chose, aussi assez intéressante, c'est le village, pas la ville de Nefta en Tunisie, dans le sud de la Tunisie, donc c'est dans le Sahara, dans le désert de sable, il fait très chaud, et il y a à cet endroit-là, il y a une cassure topographique en fait, du désert et qui fait qu'il y a des rivières souterraines à -15 mètres qui jaillissent en fait et qui arrosent le désert et ça fait pousser des palmiers et ces palmiers et l'eau, apportent de la fraîcheur par évaporation. Donc les rivières elles-mêmes évaporent et font baisser la température de l'air par évaporation et puis les palmiers, protègent de la chaleur par, radiation en créant de l'ombre. Donc la palmeraie commence à c'est plus froide grâce à l'évaporation et à la radiation et ce qu'ils font, c'est que la palmeraie est là et ils tirent des rues, en fait, pas qui sont dans le ce qui donnent dans la palmeraie et donc la froideur de la palmeraie va rentrer à l'intérieur. Il y a un vent qui va se créer parce que les vents se créent, en fait, quand il y a un pôle chaud et un pôle froid, là, la surface est chaude donc ça va faire tendance à faire monter l'air
et c'est remplacé par de l'air plus froid. C'est comme ça que les vents se créent toujours entre l'équateur et les pôles. En fait, ça crée des mouvements comme ça de convection. Et donc, le vent ici l'air va être aspiré et va rentrer, et va refroidir toute la ville dans les rues. Et par contre, de l'autre côté, les vents chauds qui arrivent du désert, en fait, ils les cassent par des chicanes, en fait, qui empêchent de faire entrer l'air chaud en profondeur vers le village. Puis ce qu'on voit, c'est que dans le sens du vent, il y a des parties couvertes qui sont, ce qu'on appelle des bortanes, c'est-à-dire que tout d'un coup, dans la rue, ils recouvrent la rue. Donc ça nous protège par radiation, tout d'un coup, en plus du courant d'air. Et puis, au bout de cette partie couverte, en fait, il y a une sorte de cheminée qui reçoit du soleil sur la partie haute du mur, qui va surchauffer. Donc, comme ça surchauffe, ça fait monter l'air parce que l'air chaud monte. Et donc, ça va aspirer de manière très puissante l'air, parce que c'est remplacé ça, par l'air chaud qui monte est remplacé par de l'air froid. Et donc, ça va créer une énorme courant d'air dans cette partie-là. Et il place des bancs à l'intérieur et ça devient un espace public qui est comme une chambre à vent, protégée du soleil, où tout d'un coup, s'il fait 50 degrés, on est dans ce courant d'air, rafraîchi par la pâturée qui est accéléré en plus dans ces parties couvertes et qui devient des espaces publics. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est cette valeur de l'espace public donnée par le climat et non pas donnée par une simple désignation programmatique. Et pour terminer, un coup plus subtil, c'est en fait, c'est dans les pompes à chaleur ou dans les machines d'air conditionné, en fait, ça fonctionne en fait de lumière naturelle, ça fonctionne d'une part par l'évaporation, donc dans l'air conditionné, les machines d'air conditionné, il y a un évaporateur et l'évaporateur fait baisser la température de l'air, comme je l'expliquais tout à l'heure, en passant de la phase liquide à gazeux. Et puis, il y a aussi un décompresseur, un détendeur, en fait, parce que l'air, quand il est compressé, quand on compresse de l'air, quand on pompe, on gonfle de l'eau, dans la pompe, on sent que c'est bien très chaud dans l'embout. En fait, parce qu'on comprime l'air et ça chauffe l'air. Par contre, quand on décomprime de l'air, ça fait baisser la température de l'air. Dans les pompes à chaleur et il y a des machines d'air conditionné, c'est deux ainsi d'évaporateurs et de détendeurs pour faire baisser la température de l'air. Et donc, les évaporateurs, si on agrandit la machine d'air conditionné, ben, c'est les fontaines qu'on trouve au Maroc. Et puis le détendeur, on peut comprendre ces maisons-là, comme on voit ici, comme décompressent l'air pour, pour à un moment donné refroidir. Alors, pour aller sur le dernier mode de rafraîchissement par radiation, en fait, donc nous, on chauffe par convection, voilà, par conduction. Donc, c'est par exemple, si je pose des pieds sur du métal brûlant en été, comme ça, alors, ça c'est par conduction. Par convection, c'est l'air qui nous touche. Et puis par radiation, c'est notamment les rayons du soleil qui arrivent. Donc, tout est complètement indépendant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est indépendant dans le sens où s'il fait 30 degrés, l'air est à 30 degrés, ça me chauffe. Et en plus, si je reçois des rayons du soleil, par les ondes électromagnétiques qui arrivent et se transforment en chaleur à ma peau et puis, me met à surchauffer. Donc, s'il fait 30 degrés, s'il lève à 30 degrés, d'un coup, ma peau va monter à 40, 50, à 80 degrés. On sait que, par exemple, un bâtiment noir, il peut être à 80 degrés alors que la température de l'air est à 35 degrés. Parce que tout d'un coup, tu tapes dessus et qu'il peut monter et donc c'est pour ça que en venant ici, quand on a de bâtiments depuis Paris, on voit pas mal de bâtiments noirs qui étaient ou sombres, qui étaient assez à la mode de quelques années, auraient été des très mauvaises idées parce que tous les rayons du soleil se transforment en chaleur et font monter la température de la rue tout autour et également de l'intérieur. Alors, il y a donc si on veut éviter si on veut éviter, on peut aussi éviter donc par radiation. Et là, bien sûr, c'est tous les systèmes d'ombre. Alors c'est intéressant, ce chapeau-là, parce que en fait, d'une part, ben, disons qu'il fait 30 degrés,
si j'avais pas de chapeau, bah, je chaufferais, je vais les rayons du soleil qui me feraient chauffer ma tête à 80 degrés. Alors là, ça me protège par radiation, mais le problème, c'est que si j'ai un chapeau collé sur la tête, je n'ai plus de possibilité de me rafraîchir par évaporation parce que ma transpiration, l'eau, j'ai vu qui perle en surface sous forme liquide, il ne peut plus s'évaporer parce qu'elle est coincée comme sous les aisselles ici, donc il n'y a pas de rafraîchissement par évaporation. Et puis, il n'y a pas de rafraîchissement non plus par convection, puisque l'air est assez qui chauffe par ma propre tête, doit monter en température avec ça. Donc ce chapeau-là, il est intéressant parce que, en fait, il me permet de me de transpirer, d'évaporer, et puis l'air, à la fois l'humidité, l'eau, la vapeur d'eau est éjectée, les sous-transpire un porcus, et puis l'eau me rafraîchit. Et ça, je me rappelle. Ça, c'est que, par exemple, on trouve au Pérou, au Pérou, ils ont ces chapeaux assez hauts de forme, il y en a des même plus hauts. Et ça correspond, c'est les mêmes. En fait, on sait qu'au 19e siècle, un cuisinier, il avait trop chaud dans sa cuisine, et en fait, a inventé cette toque en hauteur, hein, parce que ça permet de faire monter l'air chaud en haut et de rester un peu plus au frais en bas. Donc, il y a ce principe-là du mélange, hein, si on veut, l'évaporation, la convection, puis la radiation. Alors, au niveau de la radiation, au niveau architectural, donc c'est un peu plus urbain, c'est un peu plus connu, ben, c'est tous les systèmes de pergola, d'arcades, de portiques, de mise à distance comme ça, qui les offrent de voir dans ces villes du sud. C'est à se protéger du soleil, mais il y a un principe qui est important, c'est le fait que, par exemple, en Suisse, les écoles ces dernières années ont été construites pour l'hiver et pas du tout pour l'été. Et elles ont connu des grandes façades vitrées au sud. Et en été, ça crée ça surchauffait en été. Il y a 2-3 ans, en fait, ils n'ont pas pu ouvrir les écoles au mois de septembre parce que il faisait beaucoup trop chaud à l'intérieur. Et le problème aussi était que quand ils voulaient se protéger du soleil, ils avaient des toiles, des stores en toile qui ne laissent pas passer l'air. En fait, ça fait que on se protège par radiation, mais on bluffe par convection. Et donc, en Espagne aujourd'hui, les jeunes, de toute une réhabilitation par les jeunes architectes, des, euh, des tertiels, en fait, les pots qui laissent passer l'air tout en se protégeant du soleil. Et c'est le même système des mouches à radier, en fait, et trouvé en Inde, bon, sud de l'Espagne, que de ça, qui sont des protections solaires tout en laissant le air radier. Donc, on a tout ce genre de projet. Ce projet-là, assez joli au Vietnam, d'un architecte contemporain qui crée le double pot, pas double, puis première couche de mouche à radier qui bloque le réalisation solaire. À l'intérieur, une deuxième couche de bris, une HEP fonctionnée plutôt par l'inertie carlique pour protéger du rayonnement solaire et du gaz sur usure. On a l'air chaud, le bon, ce qui peut partir entre les. Et puis, la dernière chose que je vais montrer, c'est ce projet-là. En fait, c'est à Tozeur, en Tunisie, en sud de la Tunisie. Le mur, souvent, on voit des décorations, des murs avec des briques qui sortent et d'autres qui rentrent, comme ça. Ça crée des fossiles géométriques. Et, et ces motifs géométriques, qui sont assez jolis, en réalité, ils ont un deuxième rôle qui est celui de créer des micro-ombres sur le mur. En fait, chaque brique qui sort crée de l'ombre sur la brique en dessous, comme ça. Et ça permet que il y ait moins de radiation solaire en fait, sur le mur, puisque le mur s'autoprotège. Et apparemment, il y aurait eu une tradition que les murs en créent plus grossiers pour éviter que le mur surchauffe. En fait, en créant des micro-ombres parties, c'est bien qu'un mur résistait au soleil, à la chaleur. C'est juste d'avoir un gros crépi bien grossier, avec plein de nafractuosité comme ça, plutôt qu'un bordure lisse. Lui, il va prendre toute la radiation solaire. Là, en plus, pour passer les chauds, sans empêcher l'air de se balader, mais de faire des températures, pas plus. Et puis, pour terminer, quelques projets des appels à
les appels à projets. Alors, par exemple, un peu ça s'appelle au Toldos à Séville, par exemple, quand il fait chaud, on tire les voiles sur la rue pour empêcher que ça chauffe. Par après, il y aura un projet avec là, qui va être une toile aussi pendant les canicules sur la rue de Rivoli. Mais c'est celui de projet de voilage avec un Bruxelles ou à taille dans les périodes chaudes. Voilà. euh, un autre projet, c'est celui la, de réutiliser en fait les anciennes cheminées des appartements parisiens qui sont venus pour chauffer puisqu'on a les radiateurs électriques, de peindre le haut en noir ou de mettre une serre comme ça, donc de faire surchauffer le haut et comme ça surchauffe, ça va tirer de l'air par convection et créer des courants d'air à l'intérieur des appartements. Et après, il y a aussi des projets comme ça de chercher la, la froideur des sous-sols à Paris dans les carrières ou les catacombes, comme ça, soit de se faire sortir cet air qui est à 14 degrés toute l'année pour se rafraîchir, ou alors, on le voit tout là-bas, de créer un espace public dans les catacombes où on pourrait descendre quand il fait très chaud et trouver de la fraîcheur. Merci beaucoup. Ouais. Et puis, un dernier projet, que ça, c'est. Alors, bien sûr que plus on a des couleurs claires, plus ça renvoie les rayons du soleil. Plus c'est sombre, plus ça transforme les rayons du soleil en chaleur. Les autres, là, c'est un projet qui calcule le nombre de peintures qu'il faudrait pour peindre toutes les surfaces horizontales en blanc et le coût de ça pour garder auprès Paris. Et là, pour ce que c'est ce qu'on appelle l'alpéjo, et là, il faut comprendre que en fait, c'est intéressant pour les surfaces horizontales. Par contre, c'est pas intéressant pour les surfaces verticales parce que si on peint en blanc les surfaces verticales, ça peut baisser les rayons du soleil. Ça peut remonter jusqu'en bas, jusqu'à la chaussée qui est en bitume noir et qui va monter en température. Donc, c'est fait, je les ai partis haut. Et puis, pour terminer, dehors, vous voyez les deux pavillons. Le premier pavillon est éclairé par des architectes mexicains qui surchauffent sous le soleil et qui c'est les cheminées en fait, qui chauffent la brique qui chauffe, ça fait chauffer le haut et donc ça fait des courants d'air pour rafraîchir. Et puis le deuxième, c'est pavillon, c'est des jarres de terre cuite, les dolias qu'on utilisait au néolithique et à la période romaine pour garder au frais la nourriture ou des objets qui étaient enterrés dans les sous-sols, donc ils bénéficiaient de cette froideur des sous-sols. Et l'architecte l'art propose d'imaginer des maisons soit enterrées, soit recouvertes de terre, en reprenant la forme des dolias et en coupant ces dolias pour créer des portes et des fenêtres. Et donc, d'avoir une sorte de maison, comme une maison de Frobit, un peu étrange, et qui serait frais par l'inertie thermique de. Pour que soit, si c'est à l'extérieur, ça serait jour-nuit, si c'est dans les sous-sols, c'est venu. Voilà. Merci.